Il est 21h à Yaoundé et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Recevez d'ailleurs toutes nos salutations, les meilleures salutations de l'année 2023. Nos salutations également à la famille Kwaku Kwame Théophile. C'est du côté de Bondoukou, quartier lycée. En tout cas, que de bonheur à votre famille. Le CHAN débute ce vendredi en Algérie. La Côte d'Ivoire sera donc à ce rendez-vous. Après le regroupement de Côte d'Ivoire, les éléphants ont disputé 3 matchs amicaux, une victoire face à la Libye, un nul contre le Cameroun et puis une lourde défaite devant la Mauritanie. Les éléphants à prime ont été battus 3-0. Le thème de ce numéro, le numéro 2, le 3e mi-temps de l'année 2023, CHAN 2022, les éléphants sont-ils prêts? C'est à cette question que nous allons tenter de vous trouver quelques réponses. Je suis sur ce plateau avec messieurs Tchétchémé et Magloire Diop. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Vous êtes très bien rentré dans l'année 2023. Oui, de très bons pieds. Ça va. On espère que ça va continuer. Pour le moment, ça va. D'accord. Roméo Koulibaly et Kadeg Ilavogui, bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Pareil pour vous. Hein. Oui. Oui, la santé hier, donc tout va pour le mieux. Pour l'instant. D'accord. Alors, messieurs, les choses vont aller très vite hein, parce que nous connaissons déjà les résultats des différentes rencontres de la Côte d'Ivoire, pour en tout cas ce qui concerne la préparation. Côte d'Ivoire, Cameroun 1-1, Libye, Côte d'Ivoire 0-1, et puis Côte d'Ivoire, Mauritanie 0-3. Alors tout de suite, de Roméo Koulibaly, quel bilan vous faites donc de ces 3 matchs? Déjà, on va dire que les éléphants ont goûté aux 3 résultats possibles au football. Une victoire, une défaite et un nul. C'est un bilan mitigé, où on constate 2 buts marqués pour 4 encaissés. Ça voudrait dire que l'attaque ivoirienne ne crache pas véritablement des flammes. Au niveau de la défense, on constate une perméabilité de cette défense-là amenée généralement par Traoré Issif et Koulibaly Souleymane. Donc les 2 secteurs prépondérants de notre sélection, c'est-à-dire la défense et l'attaque, pour l'instant, ne donnent pas de signaux rassurants. Mais dans la qualité de jeu, dans la possession du ballon, dans le dispositif tactique amené par Aïdara Swallow, on sent une évolution, on sent quand même une philosophie de jeu, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous. On peut dire que le bilan il est mitigé avec une pointe de crainte quand même pour la suite. Kadeg Ilavogui, quel bilan vous faites-vous de ces 3 résultats? Alors Sébastien, je suis étonné de la question. Vous ne me demandez pas aujourd'hui si je suis inquiet. Je suis curieux. Et puis sur votre visage, je sens que vous êtes inquiet. Est-ce que vous êtes inquiet? Je suis inquiet. Je suis inquiet. Oui. Pourquoi? Parce que il y a quelques mois de cela, on avait perdu contre le Burkina Faso. Contre le Burkina Faso. À 1 an et plus de la CAN. À 1 an et plus de la CAN, on a perdu contre le Burkina Faso. Quel est le Burkina Faso? Le Burkina Faso, sur les 10 dernières années, c'est une finale de CAN disputée en 2013 et puis 2 demi-finales, dont la dernière au Cameroun. Une équipe qui est en nette progression. Une sélection vraiment qui a fait un parcours honorable et qui aujourd'hui n'est plus un outsider, c'est un favori qui frappe aux portes du sac de la CAN. On a perdu contre cette équipe-là 2-1, sur 2 coups de pied arrêtés. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur ce plateau? C'est un scandale. C'est un scandale. On n'a jamais perdu contre le Burkina. On avait déjà perdu contre le Burkina. Qu'un joueur peut ne pas être bon, un deuxième, mais que toute une équipe ne soit pas concernée par la rencontre, il y a problème. On perd contre la Mauritanie. Vous ne me demandez pas si je suis inquiet. Alors qu'on est à quelques jours, il n'y en a plus d'autres rencontres à disputer. On a perdu 3-0. Contre qui? Contre la Mauritanie. Contre la Mauritanie, qui n'a aucune référence au CHAN, pour même pas dire de la CAN. On a perdu contre la Mauritanie 3-0. Ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, c'est 3-0. On a encaissé 3 buts sans pouvoir marquer un seul. Je suis inquiet, M. Sébastien Ounier. Je suis inquiet. Voilà mon sentiment. On a commencé par une victoire, on a fait un match nul, on a fini par perdre. Je suis inquiet. J'espère que je n'aurai pas raison
pour dire que je suis inquiet. J'espère que quand la compétition va commencer, on va nous montrer un autre visage. Mais je suis inquiet. Pour ce que je vois, je suis inquiet. Sébastien Ogna. D'accord. Alors, monsieur... Vous en perdez la langue. Monsieur Tchétché, mais... Oui, alors Sébastien Ogné, je voudrais rassurer Kader. Je le comprends. Que la Mauritanie batte la Côte d'Ivoire, ça fait un peu désordre. Ça fait très désordre. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que la Mauritanie est sur une lancée extraordinaire. La Mauritanie est désormais une équipe avec laquelle il faut compter. La Mauritanie a 12 matchs. Dans ces 12 matchs, des matchs officiels, hein, la Mauritanie a gagné 9 matchs. Et ils ont fait 3 nuls sur ces derniers matchs. Donc, il faut voir aussi que cette équipe de Mauritanie constitue l'équipe A de la Mauritanie. Donc, il faut relativiser. Il faut relativiser. Aujourd'hui, toutes les équipes se forment et veulent battre, qu'on le veuille ou non, la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de crier victoire. J'allais dire, je ne suis pas heureux que la Côte d'Ivoire ait perdu devant la Mauritanie, mais il faut relativiser quand même. La Mauritanie a son équipe A. Ses joueurs sont là, dont la majorité vient de l'équipe de Nouadhibou. FC Nouadhibou que nous connaissons ici en Côte d'Ivoire, parce que cette équipe a battu l'Africa Sport d'Abidjan en 2018, ici au Stade Fourbani, avant de l'éliminer là-bas à Nouadhibou. Donc ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas, entre guillemets, une équipe tombée du ciel. Premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas inquiet parce que ce genre de matchs amicaux, à la veille des compétitions, permettent à un entraîneur de faire la revue de son effectif, de mettre chaque joueur dans un rôle, de sorte à les utiliser quand il aura besoin de chacun d'entre eux. Ça fait partie de la cohésion tactique. Et à ce stade de la compétition, il ne faut pas, j'allais dire, désespérer de ce que les Ivoiriens soient passés par toutes les émotions avec les différents résultats qu'ils ont eus. Non, il faut plutôt penser que un garçon comme Swalio Aïdara, il sait exactement ce qu'il fait. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que généralement, dans ces matchs amicaux, l'entraîneur cherchant son équipe type, il fait jouer un 11 de départ, qu'il sort complètement. Sur le deuxième match, il met une autre équipe. Et sur le troisième match, il met une autre équipe. Voilà, c'est à partir de là qu'il constitue son effectif. C'est titulaire. Et après, il fait rentrer les autres. Donc, je ne suis pas inquiet. Ce sont des matchs amicaux qui servent à améliorer le comportement de chaque joueur, de toute l'équipe, en vérité. Magloire Diop, la question est de savoir si je suis inquiet. Est-ce que vous êtes inquiet? Bon, disons que la défaite face à la Mauritanie, quand même, est venue toucher mon optimisme, ou du moins peut-être l'euphorie qui était en train de m'habiter par rapport à cette équipe, parce que quand même, il faut se souvenir d'où elle vient. Cette équipe, après une défaite initiale, en match amical face au Togo, 3-1, on se souvient, fin juillet, et restait sur 5 matchs sans défaite, 2 victoires et 3 matchs nuls. Donc on sentait l'équipe monter en puissance, une équipe qui a pu quand même venir à bout de la Libye, qui est une référence en matière de football local sur le continent. Et puis ensuite, une équipe qui a montré une capacité de réaction face au Cameroun. Ce que moi, je demande aux équipes ivoiriennes, c'est-à-dire le fait de refuser la défaite. Elle a refusé la défaite, elle ne s'est pas résignée, elle s'est battue jusqu'au bout et elle a fini par égaliser face au Cameroun avec ce superbe coup franc de Baye Moïse. Là, je me suis dit que, écoutez, je pense que cette équipe-là, il y a quand même du costaud qui est en train de se préparer et puis est arrivé. Cette défaite face à la Mauritanie qui moi, me ramène sur terre et qui nous ramène tous sur terre pour nous dire que nous ne sommes pas encore arrivés et que tout est possible à cette compétition où nous partons, parce que nous avons été vraiment dominés par la Mauritanie, qui déjà à la mi-temps nous menait, je crois, 2-0. 2-0. Déjà, 2-0 avant l'expulsion de Sankara. Donc déjà, nous étions quand même distancés
Et quand Sankara est sorti, bon, l'équipe était... Il n'y avait plus de match, quoi. Et donc, en toute logique, la Mauritanie l'a emporté 3-0. Je dis en toute logique parce que la Mauritanie nous bat parce que c'est une bonne équipe. Avec le technicien comorien Amir Abdou, la Mauritanie reste quand même, comme Aimé l'a dit, 12 matchs sans défaite avec lui. C'est une référence en matière de football local aussi en Afrique, même si elle n'a pas encore pu obtenir des résultats probants. Donc c'est une équipe quand même qui est solide, qui a ses automatismes, qui travaille très souvent ensemble avec ce Amir Abdou, qui est également le sélectionneur national. Donc c'est la même équipe. C'est la même équipe qu'il a l'habitude d'entraîner, dont les joueurs participent à la Ligue des Champions, à la Coupe de la Confédération. Ce sont ces joueurs-là qui jouent aussi les éliminatoires de la CAN, qui jouent toutes les compétitions des A et qui se retrouvent au CHAN et qui jouent aussi les matchs du CHAN. Donc, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus en jambes, qui ont plus d'expérience que nos joueurs que vous voyez ici. Certains n'ont même pas 3 matchs internationaux dans les jambes. Donc, ça se comprend. Mais, je vais dire, on a été trop surclassés. Et c'est ce qui m'inquiète véritablement. Et dans ce match, nous n'avons pas pu marquer. On a eu l'impression qu'il n'y a pas eu de révolte. Bon, on n'avait pas d'armes en fait face à la Mauritanie. Je pense que peut-être que physiquement on était vidé. Je ne sais pas ce qui s'est passé face à la Mauritanie, mais moi je peux expliquer cela par le fait que les Mauritaniens, apparemment, en termes de préparation, en termes de collectif, en termes même de talent, ils ont une certaine avance sur nous avant cette compétition. Maintenant, est-ce que nous allons combler ce retard pendant la compétition? Je ne sais pas. Donc, cette défaite-là, c'est elle qui douche un peu mon optimisme. Et puis aussi, il y a le fait que tout le monde l'a relevé. Notre équipe, offensivement, elle est pauvre. Offensivement, elle est pauvre. Quand j'ajoute les 2 matchs amicaux que nous avons joués contre le Togo, ensuite, les 2 matchs que nous jouons contre le Burkina, 0-0, 0-0. Contre le Togo, on perd le premier match 3-1. On gagne le deuxième match 3-2. Ensuite, on fait 2-0-0 face au Burkina. Et puis maintenant, les 3 derniers matchs dont vous venez de parler, en 3 matchs, nous ne marquons que 2 buts. Donc, sur les 7 matchs que nous venons de disputer, nous avons obtenu un bilan sous Aïdara, avec cette équipe. 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. 6 buts marqués, 9 buts encaissés. Le bilan n'est pas reluisant. Le meilleur buteur, c'est Karamoko Sankara, qui a 3 buts pendant ces 7 matchs. Un joueur qui n'est pas titulaire à la SEC, Mimosa, mais qui est l'attaquant préférentiel de Aïdara Swalio. Donc il y a 3 buts. Et puis on a Baï Moses qui a 1 but. Et puis Koulibaly Kader qui n'est plus dans l'équipe parce qu'il a été transféré et qui compte 2 buts. Donc vous voyez que la force de cette équipe-là, c'est la défense. Ce qui signifie qu'une fois que la défense craque, eh bien, cette équipe elle n'existe plus. Et c'est ce qui s'est passé face à la Mauritanie. D'accord. On va écouter Swalio Aïdara, que nous avons eu au téléphone. On va l'écouter. Il fait le bilan après donc, ces 3 matchs. Sortons de notre 3e match aujourd'hui contre la Mauritanie, parce que nous sortions du stage interne de Yamoussoukro en foulant le sol tunisien. L'objectif pour nous, c'était de disputer 2 matchs de préparation, ce qui avait été calé contre la Libye et contre la Mauritanie. Et Dieu merci, nous avons eu un 3e match qui nous permet d'optimiser les temps de jeu de tout le groupe que nous avons envoyé. Donc l'objectif pour nous, c'était de faire en sorte que tous les joueurs soient au même niveau physique et mental. On a un groupe où il y a un mélange d'anciens et de nouveaux. Et les nouveaux qui font leur baptême de feu à travers ces matchs internationaux. Et ça nous a permis de tirer beaucoup de leçons, surtout la défaite contre la Mauritanie. Ça nous permet d'aller la tête vraiment tranquille en terre algérienne. Et ça nous permettra de mettre en place un groupe solide. Mais je pense que les enseignements que nous avons tirés du 3e match, nous ferons rentrer de plein pied dans la compétition contre le Sénégal. Voilà, messieurs, vous avez écouté Swalio Aïdara. Est-ce que vous partagez son avis? D'abord, avec vous, Kader Guilavogui. Écoutez, Sébastien, j'entends les arguments des uns et des autres et je suis davantage inquiet. Parce qu'on me dit que la Mauritanie
évolue avec son équipe type. Enfin, une équipe qui a l'habitude de jouer la Coupe d'Afrique, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et peut-être même de la Coupe du Monde avec un même sélectionneur. Mais on va croiser le Congo. On va croiser le Congo qui est un niveau au-dessus, un niveau supérieur, qui est un niveau supérieur. On va croiser encore une équipe comme l'Ouganda, qui a très peu de professionnels, mais qui base sa sélection sur des joueurs locaux, donc qui va se présenter certainement dans sa même configuration avec des joueurs qui ont l'habitude des compétitions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se prendre un savon encore? Je suis inquiet. Je suis inquiet. Comme Magloire, j'étais optimiste, mais à ce que je vois sur les matchs amicaux, et j'entends l'entraîneur, il dit qu'il a eu un troisième match. Je crois que c'est celui du Cameroun qui n'était pas prévu à l'origine, qui a été disputé le 7. Et après, 2 jours plus tard, peut-être que les forces laissées face au Cameroun peuvent expliquer la déconvenue face à la Mauritanie. Mais, comme je l'ai dit, j'espère que nos garçons vont se ressaisir. J'espère que le sélectionneur Aïdara Choualou va se ressaisir pour présenter le meilleur visage possible. Sur ce plateau, on m'a dit d'aller dire à mon ami Gassé, parce que c'est à géométrie variable, les arguments. Quand c'est Gassé, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de justificatif. Mais quand c'est Aïdara Choualou, on lui trouve des excuses. Et j'ai bien compris. Donc, qu'ils aillent dire à Aïdara Choualou aussi qu'il arrête de faire tourner. Parce qu'on m'a dit de dire à Gassé d'arrêter de faire tourner l'équipe. Il faut qu'il ait l'équipe type. Là, on n'a plus de matchs amicaux. Qu'est-ce qu'on va faire? L'équipe type, j'espère qu'il a son équipe type et qu'il va la faire jouer. Voilà ce que j'avais à dire. D'accord. Monsieur Roméo Koulibaly? Effectivement, on pourrait dire qu'il y a des raisons de s'alarmer quand on regarde le résultat. Mais au-delà du résultat, ce sont les instants auxquels les éléphants prennent des buts. On encaisse sur pénalty à la 3e, à la 35e et je crois à la 89e. Donc on ne rentre pas bien dans la rencontre et on termine mal la rencontre face à cette équipe de Mauritanie. Alors qu'une équipe doit être concentrée sur 90 minutes. Et dans une compétition comme le CHAN, votre entrée sera forcément déterminante pour la suite de la compétition. C'est en ce sens qu'enregistrer un tel résultat avant la compétition peut permettre aux garçons de redescendre sur terre s'ils se croyaient trop beaux. Avec une victoire face à la Libye, un nul face au Cameroun, ils auraient pu penser marcher sur cette compétition comme le CHAN. Mais avec ce résultat véritablement décevant face à cette équipe mauritanienne, je pense que Aïdara Choualou est tempéré, il est raisonné, il est dans l'âme du coach, qui est bien sûr de donner, je vais dire, de la résonance, de donner de la consistance aux différents résultats de son équipe, mais il est conscient de la tâche à accomplir puisqu'il le dit lui-même. Cette défaite va permettre de recadrer les rangs, de tirer les oreilles à certains qui ont flanché lors de cette rencontre-là. Maintenant, son 11 type va forcément se dégager puisqu'il y a des joueurs qui ont créé des automatismes et qui ont été répétés durant ces 3 oppositions. Il y a Ben Moïse qui est quand même un titulaire, Bailly Moïse qui est quand même un titulaire indiscutable de cette sélection qui arrive même à scorer face au Cameroun. On pourrait, pourquoi pas, s'appuyer sur lui, mais pour revenir, comme disait Magloire Diop, la défense ivoirienne fait peur. Elle est un petit peu trop fébrile. À la 3e minute, un pénalty concédé, c'est inadmissible à une compétition comme le CHAN. On espère que les leçons vont être tirées, que les gens vont être tempérés sur le terrain, respecter les adversaires et non en avoir peur. C'est vrai que dans cette sélection, très peu de joueurs ont goûté aux joutes africaines comme la Coupe de la Confédération, la Ligue des Champions. Ils vont rencontrer une équipe de la RDC qui a plusieurs clubs dans ces différentes compétitions-là qui sont rodés aux tâches africaines. Le Sénégal également avec cette qualité de formation qu'on connaît à Génération Foot, Djaraf et d'autres clubs qui vont bien sûr constituer cette équipe des hommes de la Teranga. Et puis l'Ouganda, ces Cranes qui sont, comme la Mauritanie, l'équipe type de cette sélection lors des éliminatoires de la CAN ou de la Coupe du Monde. Il va falloir vraiment cravacher dur. Cette défaite, elle est déplorable, mais espérons qu'elle soit véritablement le déclencheur de cette motivation des éléphants pour aller sortir de cette poule et pourquoi pas rêver plus haut. Titi Aimé? Écoutez, moi je le dis, je ne suis pas du tout pessimiste, je suis plutôt optimiste. C'est vrai que je ne banalise pas la défaite contre la Mauritanie. Mieux vaut que cette défaite arrive et que les joueurs en prennent conscience pour se dire qu'on ne va pas dans un gala. Voilà, il y aura de l'adversité, il y aura de la part de tous les adversaires. Donc, ça va leur permettre de prendre conscience. C'est vrai que dans cette poule, il y a le Sénégal qui fait peur, mais le Sénégal n'est peut-être pas présent là depuis près de 12 ans. Il a toujours été empêché par la Guinée, n'est-ce pas, Kader? Ensuite, là, sur les matchs amicaux que le Sénégal a livrés, ils ont
les mêmes... Un nul, une défaite, une victoire, une défaite, 2 nuls pour le Sénégal. L'Ouganda a fait match nul contre le Cameroun. Ils ont fait 0-0 contre le Mali. Bon, tout ça, c'est un match amical. Mais la vraie vérité, c'est le jour J. Et le jour J, il y a un autre état d'esprit qui s'exprime dans un match pour les rencontres de ce genre. Regardez, moi j'aurais voulu que, j'aimerais bien que Haïdara Soualio, le coach, le sélectionneur des éléphants, écrive sur le tableau avant match, quand il fait la composition de son équipe. Il doit écrire sur le tableau ce que l'entraîneur du Sénégal a dit. Il dit, l'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw dit, je pense que la Côte d'Ivoire est l'équipe la plus prénable de cette poule. Moi, je suis entraîneur, je mets ça au tableau, et puis tous les joueurs lisent ça. Moi, mes joueurs, ça va les révolter. Et que la vérité, là, c'est sur le terrain, le jour du match. Maintenant, j'espère que ce discours-là, et Chouali Haïdara, il a l'habitude de transformer ses joueurs, je pense qu'il lui attendra un discours pour qu'ils ressortent comme de vrais commandos. C'est ça l'objectif. Magloire Diop. Écoutez, le sélectionneur sénégalais, c'est la guerre psychologique qui a commencé. Oui. Donc, c'est une tentative, ce n'est rien moins qu'une manœuvre d'intimidation. Voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre ça. Et on voit que la Côte d'Ivoire reste une défaite cinglante. Donc, il vient enfoncer le clou. Et pour mettre à mal la confiance de cette équipe-là, c'est tout. Et il surfe sur ça pour essayer déjà de gagner la bataille psychologique avant le match. Parce que, nous l'avons dit, depuis le tirage au sort, le match le plus important, en tout cas de mon point de vue, pour l'équipe de Côte d'Ivoire dans cette poule, c'est le match contre le Sénégal. S'il y a un match à gagner, eh bien c'est celui-là. Ça, il faut, pour moi, notre CHAN repose sur ce match-là. Il est très important, très important. À tout le moins, ne pas le perdre. Mais ça serait mieux de le gagner. Or, les Sénégalais, ils font également le même calcul. Ils se disent, s'il y a un match à gagner, eh bien c'est celui contre la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire avait dynamité la Mauritanie 3-0, je ne pense pas que Pape Thiaw aurait tenu ses propos. S'il tient ses propos, c'est parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire est là, sa confiance est touchée. Et donc, il veut enfoncer le clou. C'est comme ça que moi, je comprends ça. C'est de bonnes guerres. Mais maintenant, le travail psychologique doit être maintenant fait de notre côté aussi. Parce que là, toutes les équipes se sont préparées. Dans notre poule, toutes les équipes ont pratiquement eu les mêmes résultats pendant ces préparations, à part la Côte d'Ivoire qui s'est quand même inclinée lourdement face comment on appelle, à la Mauritanie. Mais sinon, la République démocratique du Congo a perdu aussi un match. Oui, elle a perdu un match face au Mali. Elle a été battue face au Mali après avoir battu la Libye. Le Sénégal qui fanfaronne. Mais le Sénégal n'a pas été aussi transcendant parce que le Sénégal n'a battu le Congo que 1-0. Et le Sénégal a fait 0-0 avec le Niger. Alors, quand on a ces résultats-là, je pense quand même qu'il faut être un peu humble. Mais s'il fait la gueule, c'est bon. Si ça peut motiver nos troupes, ça aussi, c'est bon. Mais là, maintenant, on entre de plein pied dans la compétition. Il faut très rapidement oublier cette défaite face à la Mauritanie. Et puis maintenant, bon, démontrer aux Sénégalais que, quand même, ils se trompent sur nous. Voilà. Et qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que Pépé, il n'y a pas que Zaha, il n'y a pas que Gradel. Mais en Côte d'Ivoire, il y a quand même Moura Anissé, il y a Baï Moïse, il y a Sankara, Karamoko. Voilà, c'est ça qu'il faut montrer à Pape Thiaw. Voilà. Et donc, mais il se trompe, Pape Thiaw, parce qu'en face de lui, il a affaire à quelqu'un comme Haïdara Soualio, qui très souvent sait cacher son jeu. Attention, il y aura un match dans le match entre ces deux techniciens. Moi, par rapport à ce match contre le Sénégal, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai peur seulement que nos garçons, psychologiquement, ne soient pas à la hauteur. Sinon, s'ils ont une bonne préparation psychologique, Aimé a donné un tuyau tout à l'heure en disant mettre au tableau la déclaration de l'entraîneur sénégalais. Donc,
Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, ce match contre le Sénégal, il va se jouer au mental. Et c'est le match qu'il faut gagner. Même s'il faut marquer un but du Tibia à la 93e minute, il faut le faire, mais il faut le gagner. On n'a pas besoin de bien jouer. Bien jouer, on n'en a pas besoin là maintenant. On a bien du résultat. On va écouter Choualio Aïdara. Et il nous donne quelques explications. Pourquoi cette défaite d'abord, 3-0, et puis quelle était sa politique lors donc, de cette préparation des éléphants à Prime. Est-ce que mes joueurs me donnaient satisfaction? Et je pense que le plus important pour moi, au sortir de ces 3 matchs, c'est avoir une idée claire de mon 11 de départ et aussi de la mentalité que je peux inculquer à ce joueur-là. Aujourd'hui, le match contre la Mauritanie, comme je l'ai dit, m'a donné plus d'enseignements que les 2 premiers matchs. Il y a des joueurs qui ont besoin qu'on leur remonte les bretelles. Il y en a qui ont besoin d'augmenter le capital confiance qu'ils ont en eux. Je pense que c'est plus l'occasion que nous avons eue de disputer ces matchs-là qui me réjouit que le rendement de mes joueurs. Je l'ai dit déjà avant de quitter Abidjan, avec 15 matchs de championnat dans les jambes, avec la petite expérience que certains d'entre eux ont, je peux m'appuyer dessus pour faire un groupe, pour fonder un groupe solide. Mais après, il fallait donner du temps de jeu à tout le monde parce que si on veut aller loin, on a besoin de tout ce monde-là. Et il ne faut pas attendre d'être coincé avant de demander à des joueurs de se présenter sur un terrain sans expérience internationale. On a permis aux plus jeunes de se frotter, de voir un peu la température des matchs internationaux. Et je pense que notre grosse satisfaction, c'est ça. Voilà, donc il nous dit que c'est ça sa satisfaction. Il fallait faire tourner l'effectif, permettre à tout le monde de jouer et ne pas découvrir la compétition en Algérie. A-t-il raison? Oui, bien sûr. Il y a des précédents qui parlent pour lui. On se souvient tous de Nianouan Gérard au stade Félix Houphouët-Boigny, de Loboué à la CAN, de Délis Simon en 2017 face au Maroc au stade Félix Houphouët-Boigny où on est sorti pour le mondial 2018. Il faut permettre à ces joueurs-là de connaître et de goûter la compétition avant de leur donner un poste de responsabilité. J'aime à le dire, si Kopa Barry n'était pas de ce calibre-là, la CAN 2015, je pense qu'on passait à travers lors de cette finale. C'est parce qu'il avait l'expérience, il avait les épaules pour que nous avons eu cette 2e étoile. Donc la politique en elle-même, elle est bonne. Donner du temps de jeu au niveau international à ceux qui n'en ont pas pour essayer de leur donner de la confiance et conforter ceux sur qui il pense s'appuyer pour mener son groupe. 2 équipes totalement différentes lors du match face à la Libye. On voit la première équipe a fait 0-0, la deuxième qui rentre en seconde période inscrit ce but-là avec Sankara. Il s'appuie sur les différents ressentis pour donner une nouvelle impulsion face à la Libye, face à la Mauritanie du moins. Malheureusement, ça se passe moins bien, mais il est conforté au moins dans sa vision. Et comme il le dit, au-delà du résultat, c'est le rendement de son équipe, c'est le mental de son équipe qu'il a voulu travailler. 15 journées de championnat, je pense que c'est optimum. Le temps de préparation également a permis de dégager ceux qui peuvent tirer cette équipe-là vers le haut. Maintenant, c'est d'être prêt mentalement, véritablement. Comme l'a dit Walid, l'entraîneur Regragui, l'entraîneur du Maroc, ce palmarès marocain obtenu au mondial est le fruit du travail du cœur. Les Marocains ont joué avec les tripes. Ce qu'on demande aux Ivoiriens, vous avez le talent dans les jambes, maintenant il faut être costaud dans la tête. Est-il possible de trouver l'équipe type, en type aujourd'hui? Oui. Je pense. Vous proposez, vous avez non, je une idée? n'ai pas de proposition claire et nette parce que je n'ai pas vu les 3 matchs des éléphants à Prime. Ces 3 matchs amicaux, je ne les ai pas vus en entier, j'ai vu que des extraits. C'est pour ça que je dis que Choualio Aïdara, à la limite, n'a répété que ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Il est à la recherche d'un 11 compétitif. Je pense qu'il l'a. Parce que, après, l'entraîneur, il fait son travail. Et Choualio Aïdara, on le connaît, il fait son travail. Ce sera aux joueurs de mériter sa confiance. Parce que ce que les joueurs ne doivent pas oublier, les sélectionnés là ne doivent pas oublier, c'est en filigrane, la CAN qui arrive. C'est l'occasion pour eux de se mettre en exergue. C'est vrai que Bagoula me chahute souvent sur la qualité, l'envie des joueurs de l'équipe A', mais c'est l'occasion, c'est une grosse vitrine qu'ils ont. Donc c'est l'occasion pour les Foli Ayayi, Baudelaire, Aka et 6, Ouranissé, Aubin Kramo, tous ces joueurs-là, c'est l'occasion pour eux
de démontrer, d'être à 120, à 200%. C'est ça. L'entraîneur national, le sélectionneur national n'a pas encore trouvé son équipe type. Et là, ils ont ce mois de janvier pour se montrer. Pour montrer qu'on peut les appeler, qu'il y a une grande compétition qui se profile à l'horizon. C'est l'occasion de démontrer qu'ils sont capables d'intégrer l'équipe nationale, mais à travers les résultats qu'ils vont produire sur ces matchs-là. Magloire Diop, Oui, moi je pense que est-il je possible? pense qu'il a son équipe type. Je pense qu'il va partir sur la base des joueurs de la SEC Mimosa. Je pense que dans les buts, je pense que sa préférence ira à Diakité Amine. Maintenant, sur le côté, à droite, à Teoula, à gauche, Baï Moïse, qui a fait une bonne préparation. Et puis je pense qu'il va partir avec une paire, Koulibaly, Souleymane et Traoré Issif du Sporting Club de Gagnois. Aka Issis Baudelaire, le capitaine, il va jouer devant la défense. Et puis au milieu du terrain, à côté de lui, certainement qu'il y aura Zouzoua Pakom. Maintenant, qui va accompagner ces deux-là? On a d'autres joueurs. On a des joueurs comme Guamak ou d'autres comme Gay Semelo de l'AFAD qui pourraient faire l'affaire aussi. Et puis devant les trois attaquants, je pense qu'il va jouer avec les deux attaquants extérieurs de la SEC Mimosa, Oura et Kramo, et qui ont déjà des automatismes avec Karamoko Sankara. Je pense que c'est le schéma le plus simple. Et puis, à partir de là, il faut voir maintenant ceux qui peuvent s'intégrer et qui peuvent apporter un plus. Un joueur comme Yaya Sogodogo avait une très grande importance dans cette équipe-là. Il s'est blessé, il a été remplacé par Wanyu. Je n'ai pas trop d'informations sur l'état de forme de Wanyu par rapport à Constant Wanyu du FC San Pedro, par rapport à cette équipe. Mais je pense que sur les 11 qui vont jouer, on aura 7 ou 8 joueurs de la SEC Mimosa. Ça serait plus simple pour lui. Et puis à partir de là, il a déjà un collectif des joueurs qui ont déjà des automatismes. Et puis à partir de là, il peut intégrer les autres pour que l'équipe soit solide. Avant de parler du 11 entrant, j'aimerais revenir sur les éléments du langage. Oui. Aïdara Choua lui a disputé combien de matchs? 7 matchs. Il continue à faire tourner. Ça veut dire que tous les sélectionneurs, quels qu'ils soient, quelle que la stratégie PPP, ils ont tous le même mode opératoire. Tant qu'ils n'ont pas de certitude, ils continuent à faire tourner. On ne peut pas demander à un sélectionneur de dire d'arrêter de faire tourner. Il est en train de chercher. Il continue à chercher. Après 7 matchs, le même nombre de matchs qu'il a gassé. Il continue à chercher. Tous les entraîneurs, tous les sélectionneurs ont ce mode-là. Ça, c'est un. De deux, sur le 11 qui va commencer, j'ai des inquiétudes par rapport aux défenseurs de la SEC, Koulibaly Souleymane. C'est vrai qu'il a l'expérience du haut niveau, mais valeur individuelle, dans les duels, c'est quelqu'un qui ne se salit pas. Si vous regardez tous ces matchs, il ne se salit pas. C'est le monsieur propre de la défense. Vous avez un garçon comme Traoré Issif qui peut apporter par sa taille, parce qu'il fait, je crois, près de 2 mètres. Bon dans les duels aériens. Bon dans les duels aériens. Mais après, en qualité de vitesse, ça va causer problème. Sinon, en termes d'expérience, c'est le seul monsieur qu'il faut. Sur les balles, sur les trajectoires, pour couper les trajectoires, pour nous aider sur les corners ou sur les phases de jeu, dans le domaine aérien, c'est le client qu'il faut, parce qu'il est très bon de la tête. Mais après, vitesse pure, si on n'arrive pas à bien contrôler la profondeur, on risque d'avoir des problèmes. Dans cette défense-là, il y a un garçon qui s'appelle Badjo, qui aime bien Tchétchémé, qui est très intelligent, qui est dur sur l'homme. Ou Siaoune Aziz de Lise et Sassandra, qui est également dur sur l'homme. Ce sont des joueurs qui, pour moi, méritent de jouer. Maintenant, il va falloir faire un choix entre Wanyu Constant et Zouzoua Pakom. Mais forcément, l'expérience de Zouzoua Pakom, voilà, parce qu'il ne pourra pas faire jouer les deux. Maintenant, Zouzoua Pakom, sur ses derniers matchs face à la SEC, il a été utilisé, je crois, qu'en numéro 9. Est-ce que c'est un scénario qui va inspirer Soalio ou est-ce qu'il va rester fidèle à ce qu'il a toujours fait, avec, comme il a dit, comme Magloire a dit, Oura, Anissé et Kramo, qui sont de vrais travailleurs dans les couloirs. Voilà, je pense que Aïdara Soalio ne va pas déroger à la règle. Il va jouer avec ses deux bloqueurs, d'abord E6, et puis peut-être Zungrana ou encore peut-être celui du FC San Pedro, pour bétonner devant la défense, parce que pour lui, s'il n'arrive pas à vous marquer, il ne veut pas encaisser. Ça, c'est la stratégie, ça, c'est le modèle de Aïdara Soalio. Mais je dis, il va falloir qu'on se réveille. On parlait de la Mauritanie tout à l'heure, c'est parce que dans ce pays-là, ça travaille. Depuis 10 ans, ça travaille. En termes d'infrastructure, en termes de développement, en termes de formation, ça travaille. Il ne faut plus croire que parce qu'on s'appelle la Côte d'Ivoire, on peut gagner tout le monde. Ça, c'est fini. C'est fini. On ne peut plus s'asseoir pour dire, parce qu'on est la Côte d'Ivoire, on va battre tout le monde. Ça, c'est fini, c'est terminé. Et je pense que le dernier mondial, là, a donné une leçon à tout le monde. Quand l'Arabie Saoudite bat le champion titre, enfin le futur champion de la Coupe du Monde, c'est évocateur. Quand le Japon bat l'Allemagne, c'est évocateur. Le football, on le joue partout désormais. Donc si on ne travaille pas, on aura les résultats qu'on mérite.
Ça, c'est clair. Aujourd'hui, partout en Afrique, partout dans le monde, le football est joué, est pratiqué. Et les gens se développent. La Mauritanie, par exemple, et je termine dessus. Il y a quelques années de cela, Njoya Moril, le technicien camerounais, qui avait été champion de Côte d'Ivoire avec le COE, San Pedro, au COE San Pedro, a été débauché par Mouadibou, avec lequel il était champion. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est les espèces sonnantes et trébuchantes. Encore le nerf de la guerre qui a fait la différence. Qui lui, il y a quelques années, on débauchait l'entraîneur en Côte d'Ivoire pour où? Pour la Mauritanie. Aujourd'hui, nos joueurs vont jouer où? En Guinée, en Tanzanie. Mais il faut qu'on se remette en cause. Il faut que le football se réveille. Il faut que les présidents des clubs se réveillent. Il faut qu'on dépasse. Il faut qu'on ait plus d'ambition que ça. Il faut que nos joueurs puissent jouer régulièrement les compétitions africaines pour qu'on soit représentatif pendant ce genre de tournoi-là. Sinon, si on continue à naviguer comme ça, mais on va toujours avoir des sueurs froides. On va se faire battre par la Mauritanie. On va se faire battre par le Mali. On va se faire battre par la Guinée. Parce que ça travaille. Il ne s'agit plus de dire on s'appelle la Côte d'Ivoire, donc c'est terminé tout ça. Il faut se mettre au travail, tout simplement. D'accord. Alors on va aller avec vous, Roméo Koulibaly. On aura donc le Sénégal, la République démocratique du Congo et puis l'Ouganda. Qui sont ces pays-là? Ce sont des pays qui comptent dans la sphère footballistique, surtout au plan local. Quand on prend d'abord la RDC, qui pour moi est l'équipe au-dessus du lot dans cette poule-là, on connaît tous l'histoire du TP Mazembe, de l'AS Vita Club, de Motema Pembe qui retrouvera la SEC dans la Coupe de la Confédération CAF. Donc la RDC, certes, avec des problèmes administratifs et financiers, puisque depuis 7 mois, il y a beaucoup de difficultés, tant au niveau des primes, tant au niveau du salaire du technicien de cette équipe-là. Donc c'est une équipe qui va pour défendre les couleurs de son pays sans avoir véritablement les poches remplies de finances. Il faut se méfier de ce genre d'équipe qui arrive pour laver l'affront et montrer que même sans l'apport effectif étatique, ils arrivent à être compétitifs sur le terrain. Pour ce qui est du Sénégal, on sait tous que le président Senghor est un véritable cravacheur. Il est un fin amoureux de la victoire. Il a rayonné avec la sélection A. Il a envie de rayonner également au niveau du CHAN. Après tellement d'années d'absence, il compte donc sur l'expérience de Pape Thiaw, qui connaît bien ce championnat sénégalais pour y avoir officié de 2018 à 2021. Donc une équipe du Sénégal amenée par Djaraf, amenée par Génération Foot. Il faut s'en méfier. Et puis que dire de l'Ouganda, qui a connu également des problèmes financiers, qui a été sauvé par le Gong, tant par l'État algérien que par l'État également ougandais, qui ont finalement mis les mains à la poche pour permettre à cette équipe d'être présente en Algérie, équipe qui pourrait ne pas être présente, mais heureusement qui est là. Les Cranes, il faut en avoir peur parce que ce sont les mêmes joueurs qui jouent la CAN, qui jouent les éliminatoires du mondial. C'est un groupe huilé qui se fréquente, qui se connaît depuis 6-7 ans. Donc la Côte d'Ivoire va découvrir des équipes qui se connaissent, qui se fréquentent, qui se regroupent et qui sont en jambes. C'est véritablement ça le problème. On aura donc pour seul véritable argument le mental, la force et le courage. Et en ce sens, le match face au Sénégal est hautement déterminant parce que si on commence cette compétition avec le moral dans les chaussettes, mais les 2 autres matchs, ce sera forcément une raclée qu'on va prendre. C'est Thierry. Alors, sur le Sénégal, l'équipe du Sénégal, on a fait son bilan tout à l'heure. Hein. L'équipe du Sénégal, dans ses matchs amicaux, a 2 nuls, 1 défaite et 1 victoire, pratiquement comme la Côte d'Ivoire. Ce qui m'a sauté aux yeux rapidement sur l'équipe du Sénégal, c'est que sur les matchs du Sénégal que j'ai eu la chance de voir, c'est que le Sénégal, dans ses matchs amicaux, a toujours couru derrière le résultat. Ils ont fait un match où ils ont eu 2-2, où ils ont été menés par 2 fois et ils étaient dans la réaction. C'est une très bonne équipe, mais qui a des problèmes au niveau de la défense. Donc cette équipe-là, à mon avis, elle est prénale par les éléphants. La RDC, oui, la RDC est précédée quand même d'un palmarès glorieux. La RDC est 2 fois détentrice de cette compétition. Donc oui, elle fait peur. Mais comme on dit, à cœur vaillant, rien n'est possible. C'est vrai qu'ils ont un joueur qui s'appelle Jean-Marc Makoussou Moundélé. C'est un ancien attaquant de Orlando Pirates. En 2019, il était encore en Afrique du Sud. Et là, il est revenu, il joue à Las Vita. Et justement, Las Vita et le TP Mazembe sont les plus gros fournisseurs de cette équipe. Et donc, oui, cette équipe, c'est une équipe qui a la gueule, comme on dit. Mais les éléphants peuvent leur rendre coup pour coup. Ensuite, il y a l'Ouganda.
L'Ouganda, tout comme la Mauritanie, ses joueurs sont les joueurs de l'équipe A, de l'équipe Fanion. Et donc, elle a également de la gueule, mais est-ce que cette équipe de Mauritanie qui a fait de l'Ouganda qui a fait match nul face au Cameroun 1-1, elle a été téméraire face au Cameroun dans ce match amical. Et donc, oui, si elle continue de garder sa résistance, il faudra certainement contourner ce bloc défensif parce qu'ils sont très, très sérieux derrière. Ils sont très, très sérieux derrière. J'espère que Camara, comment il s'appelle, Aïdara trouvera les astuces pour contourner cette défense qui est vraiment bien assise. Voilà, donc au total, les Ougandais, ils ont deux équipes qui, le gros lot les joueurs viennent de Kampala City et de Vipers, les Vipers, deux équipes qui sont encore en compétition africaine. Donc, ça ne peut pas, à mon avis, être un handicap. Roger Milla nous disait, quand on l'affrontait en Coupe d'Afrique, il disait, vous pouvez avoir toutes les qualités, mais face à une équipe déterminée, vous ne pouvez rien, absolument rien. Vous mettez le pied, il casse. Vous mettez le bras, il mord. Vous mettez ceci. Parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils ont du cœur. D'accord. C'est ça que j'attends de la Côte d'Ivoire. Sébastien, il faut éviter d'avoir le dos au mur face à la République démocratique du Congo lors du deuxième match. Il faut se fixer des objectifs simples hein, quand on va à ce type de compétition. Il ne faut pas qu'on ait le dos au mur dans ce deuxième match-là. La Côte d'Ivoire ne sait pas jouer ce genre de match. C'est clair que si on a le dos au mur face à la République démocratique du Congo, on serait éliminé. C'est pourquoi j'ai dit qu'on se débrouille pour ne pas perdre contre le Sénégal. C'est clair, c'est net. Et s'il y a un match à gagner, ben c'est bien celui-là. Je ne vois pas comment la Côte d'Ivoire peut être sortie de cette poule-là, être éliminée si elle bat le Sénégal. Si elle bat le Sénégal, à 90%, pour moi, elle est déjà qualifiée. Parce que tout de suite, derrière, eh ben, l'entraîneur sénégalais qui dit pour lui, l'Ouganda, c'est la meilleure équipe, là, c'est l'Ouganda qu'il va rencontrer. Donc, c'est le match le plus important pour nous. Il faut éviter d'avoir le dos au mur face à la République démocratique du Congo. C'est clair, il faut être objectif. Cette équipe congolaise-là en termes de qualité d'effectif, elle est au-dessus des trois autres pays. Ce qui fait l'avantage du Sénégal par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est que cette équipe-là, Pape Thiaw, là, il a cette équipe-là depuis un moment. Il a eu à disputer des compétitions internationales avec cette équipe, contrairement à Aïdara Soalio. Et il a cette équipe en main avant Aïdara Soalio. Il a au moins plus d'une vingtaine de matchs avec l'équipe nationale locale du Sénégal. Aïdara Soalio, à ce jour, n'a que 7 matchs. Je pense qu'il faut souvent, quand on veut comparaison, n'est pas raison. Quand on veut faire des comparaisons, il faut quand même se situer dans des contextes. On ne peut pas comparer une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui n'existe que depuis le mois de juillet-août à une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui existe depuis 2017. Parce que quand vous prenez cette équipe-là, elle existe depuis 2017. Donc quand un entraîneur vient la prendre, une équipe qui existe depuis 2017, et que c'est maintenant tu vas faire des essais à n'en point fini, on ne peut pas te laisser faire cela. Alors que si cette équipe qu'Aïdara prenait, c'est une équipe qui existait depuis 2 ans, on n'aurait pas pardonné à Aïdara de faire des tests, parce que c'est une équipe qui aurait déjà des repères. Et c'est pourquoi je dis, bon, les éléphants, moi j'y crois. Moi j'y crois. Mais il ne faut pas perdre contre le Sénégal. Si on gagne contre le Sénégal, je vous assure, on va au second tour, et puis là-bas, advienne que pourra, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Non. On aura l'Algérie devant nous, si on passe, mais peu importe. Le plus important, c'est de passer la poule. Allez-y. Si on sort de cette poule-là, je veux dire, pour moi, c'est un premier exploit. Pas qu'on se le cache, c'est un premier exploit. Sortir de cette poule-là, et peut-être il va guider la suite de la compétition pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand je regarde les adversaires, ils sont nettement au-dessus. La RD Congo, et puis l'Ouganda, comme on l'a dit, qui s'appuie sur une équipe qui a l'habitude des grandes compétitions, forcément. Maintenant, mais c'est aux éléphants de regarder droit dans les yeux les différents adversaires. Si le COE Sport de San Pedro, à une époque où le TP Mazembe était tout puissant, a réussi à les renverser, avec des joueurs ivoiriens, il n'y a pas de raison que nos éléphants-là ne puissent pas suivre cet exemple.
Comme ils l'ont dit, c'est à la détermination, c'est à la volonté tout simplement. Après, il y a des matchs qu'il ne faut pas perdre également. Contre le Sénégal, Magloire rappelait les derbys ouest-africains. Malheureusement, on a perdu un contre la Mauritanie, 3-0. Ça, je vais lui rappeler. Et j'espère que dans le bilan de 2023, il comptera ça comme la première défaite de la Côte d'Ivoire. Bon. Il y a des derbys qu'il ne faut pas perdre. On a déjà fait le Donc, bilan. Sénégal, oui, mais en 2023, on fera le bilan. Ah, En oui, décembre d'accord. 2023. Donc, j'espère, parce qu'on l'a perdu en 2023. C'est ça. Voilà. Donc, il y a des matchs qu'il ne faut pas perdre. Contre le Sénégal, il ne faudra pas perdre. Il ne faudra pas perdre face au Sénégal. Au-delà même de l'enjeu il ne faut pas perdre un match face au Sénégal. Et ça, j'espère que Aïdara Choualiou a pu transmettre ça à ces garçons. Parce qu'entrer dans la compétition, eh bien, vous permet tout simplement de mieux aborder le reste de la compétition. D'accord, on va vous écouter rapidement. Oui, alors sur ce que Magoula disait, il me donne froid dans le dos quand il dit que si la Côte d'Ivoire perd contre le Sénégal et que derrière, elle va rencontrer la RDC, c'est tout cuit, c'est mort pour la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Un match ne ressemble jamais à un autre. Un match ne ressemble jamais à un autre. Dans ce genre de compétition, la Côte d'Ivoire peut perdre largement face au Sénégal. Parce qu'ils auront la pression, mais ils peuvent se révolter sur les 2 derniers matchs. Comme en 2016, on avait perdu. Par exemple. D'accord. Donc, D'accord. se fait peur. On va écouter Choualiou Aïdara qui parle donc des adversaires de la Côte d'Ivoire. Je pense que le fait déjà que nous soyons dans une poule à 4 équipes qui donne la possibilité aux 2 premiers d'accéder au second tour est un facteur déjà qui nous motive. Mais en plus de ce facteur-là, nous faisons attention à toutes ces grosses écuries que sont la RDC et le Sénégal et surtout l'Ouganda, dont l'ossature de l'équipe A' est pratiquement l'équipe A du pays. Mais nous avons des images, nous avons des informations. Nous les avons vues en situation aussi, mais il faut déjà s'appuyer sur les qualités de nos joueurs. Comment est-ce que mentalement il faut les booster pour aller chercher toutes ces grosses écuries-là. Je pense que le travail se situe à ce niveau. Et après, l'adversaire pourra aussi s'adapter à notre façon de faire, à la qualité que nous allons développer sur le terrain. Donc, nous sommes prêts à passer le premier tour. Ça peut se jouer contre le Sénégal, ça peut se jouer contre la RDC, ça peut également se jouer contre l'Ouganda. Mais retenez une chose, nous voulons sortir de cette poule-là pour jouer les quarts de finale et nous mettrons tous les moyens pour y arriver. Voilà, mettre tous les moyens pour y arriver. Messieurs, est-ce qu'on aura une compétition relevée? Oui, on aura une compétition relevée avec des équipes quand même qui ont envie forcément de prouver et d'épingler une étoile sur leur maillot concernant cette compétition du CHAN. Parler déjà des équipes du Maghreb, comme le Maroc et l'Algérie. L'Algérie qui n'a pas été au mondial, l'Algérie qui passe également, je veux dire, une dernière édition de la CAN, qui manque, je veux dire, de peu, bien sûr, de remporter cette compétition, qui a su cette déception-là, déception du mondial, a envie véritablement d'exister, de montrer sa puissance. Quand on sait que dans les coulisses également, l'Algérie a envie d'accueillir cette compétition de la CAN en 2026, l'Algérie, forcément, doit marquer un gros coup et ce sera une belle fête. Oui, alors, sur les 18 pays, enfin, il y a 18 pays qui sont représentés, mais il y a de fortes chances que des équipes comme le Maroc récidivent leur exploit. Le Maroc est 2 fois détenteur de ce trophée, sur les 2 dernières éditions. Donc ça veut tout dire. Tout le monde, c'est la fête des gros cylindrés dans les championnats, dans ce qui est considéré comme les meilleurs championnats d'Afrique. Donc oui, on va avoir une très très belle compétition là-bas en Algérie et j'espère que les Ivoiriens auront une très bonne place. Oui, ça sera un très beau CHAN. Je pense que 4 stades vraiment aux standards internationaux, 4 beaux stades. Et le stade Nelson Mandela, le tout nouveau stade flambant neuf qui est dans la banlieue d'Alger, c'est vraiment une merveille. Et je pense qu'on aura du grand football sur de bonnes pelouses avec des équipes mais incroyables. Quand vous prenez la poule A, l'Algérie, la Libye, l'Éthiopie, Mozambique, ben ça c'est déjà le haut niveau. L'Algérie compte dans son effectif 8 joueurs qui ont déjà joué avec la sélection A et 3 qui ont déjà joué dans la Ligue 1 française. Cette équipe d'Algérie, non, elle ne vient pas
pour jouer. Et dans notre poule, on a déjà parlé de notre poule. Le Maroc, bon, pour moi, le Maroc a décidé de faire l'impasse sur cette compétition en choisissant d'aller avec son équipe U23 parce que le Maroc va accueillir la CAN U23 qualificative pour les JO. Donc, le Maroc veut servir de ce CHAN-là pour former son équipe U23. Donc, pour moi, la qualification, là, dans cette poule C, là, va se jouer entre le Soudan et puis surtout le Ghana. Le Ghana, c'est une équipe dont il faudra se méfier. Et puis, derrière, vous avez le Mali, toujours dangereux en Afrique. L'Angola, très bonne équipe. La Mauritanie, on en a déjà parlé. Merci. Et puis, le Cameroun, on n'enterre pas le Cameroun. Sans oublier le Congo-Brazzaville. D'accord, allez-y. Alors, au niveau de la compétition, au niveau de l'intensité, du rythme, de la qualité de jeu, je n'ai aucune inquiétude. Je pense qu'on aura une CAN qui est de plus en plus relevée. Depuis la première édition en 2009, eh bien, cette compétition-là a gagné en maturité, a gagné en expérience. Mais mon inquiétude se situe sur le plan sécuritaire. J'espère qu'en Algérie, on aura mis l'accent sur la sécurité. Quand on sait la guerre qu'il y a entre les Camerounais et les Algériens depuis la fameuse 12 confrontation, je crois que les Algériens n'ont toujours pas digéré. J'espère qu'au niveau sécuritaire, eh bien, les Algériens sauront y faire. D'accord. Tout simplement. Merci à vous, messieurs. Merci à tous les techniciens qui nous ont suivis. Top départ du CHAN ce vendredi, donc, à partir de 16h. Nous aurons donc le direct. Samuel Mech, Salif Ouattara, Kadegui Lavoki seront donc à ce rendez-vous. Et puis le samedi, la Côte d'Ivoire qui sera face au Sénégal à partir de 19h. C'est ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro 2 de troisième mi-temps. On vous souhaite bonne suite de programme sur RTI2.